Bienvenue sur My Polyglot Life en français, le podcast qui vous aide à mieux comprendre le français et à mieux connaître les francophones. Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler du travail et en particulier de la relation des Français avec le travail. C'est un sujet complexe mais passionnant qui vous permettra, je l'espère, de mieux connaître la culture française. Comme il y a beaucoup d'aspects spécifiques à la France avec lesquels vous n'êtes probablement pas familier, j'ai choisi de faire une petite introduction et de découper cet épisode en deux parties. Dans cette première partie, je vais vous expliquer un certain nombre de mots que vous devez connaître concernant le travail en France et ensuite je vous décrirai une journée type d'un salarié français dans un bureau. J'ai choisi d'en parler maintenant parce qu'au moment où j'enregistre cet épisode, nous sommes au mois de mai. Si vous avez écouté l'épisode sur la fête de Pâques, vous vous souvenez peut-être que j'ai parlé des nombreux jours fériés que nous avons en mai. Il y en a au minimum 3. Le 1er mai, le 8 mai et l'Ascension. Parfois la Pentecôte aussi se trouve en mai, ce qui nous fait donc 4 jours fériés. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'expression française « faire le pont ». Littéralement, en anglais, ça veut dire « to do the bridge » ou plus exactement « to bridge the gap ». En fait, l'Ascension est toujours un jeudi. Donc, ça veut dire qu'on va travailler du lundi au mercredi, on ne travaille pas le jeudi et on revient au bureau pour une journée le vendredi avant d'être en week-end. Ce qui se passe en fait, c'est que beaucoup de gens prennent une journée de congé le vendredi pour faire le pont. C'est-à-dire qu'en dépensant une journée de congé, on peut avoir un week-end de 4 jours. Certaines années, quand le 1er mai et le 8 mai tombent aussi des jeudis, on peut multiplier les longs week-ends ou prendre des vacances en utilisant peu de jours de congé. Donc voilà, si vous entendez parler à la télé ou à la radio des ponts du mois de mai, on ne parle pas de vrais ponts au-dessus d'une rivière, mais de week-end prolongés. Comme les Français ont au minimum 5 semaines de congés payés par an, on a souvent l'impression, notamment quand on vient de pays comme les États-Unis, le Canada, la Chine ou le Japon, que les Français sont toujours en vacances. C'est d'autant plus vrai que certains peuvent accumuler jusqu'à 7 ou 8 semaines de congés payés grâce au RTT. Ici, je vais faire une pause pour vous expliquer un certain nombre d'acronymes que vous devez connaître si vous voulez comprendre quelque chose quand un Français vous parle de son travail. Commençons donc par celui que je viens de citer, RTT. RTT, ce sont les initiales de réduction du temps de travail. En 2000, une loi a réduit la durée de travail hebdomadaire de 39 heures à 35 heures. Comme il était parfois compliqué pour certaines entreprises de diminuer de 4 heures la semaine de travail, on a mis en place un système de congés additionnels. C'est-à-dire que les salariés continuent de travailler 39 heures, mais ils ont des jours de vacances en plus des 5 semaines pour compenser. Ainsi, de nombreuses personnes posent une RTT pour faire le pont ou s'occuper de leurs enfants. Poser un jour, c'est demander à son employeur une journée de congé. 2 autres acronymes très importants, surtout si vous cherchez un emploi en France, sont CDD et CDI. Le CDD, c'est un contrat à durée déterminée. Quand l'employeur vous embauche, quand il vous propose un travail, vous signez un engagement pour un certain nombre de mois. Normalement, sauf quelques exceptions, un employé ne peut pas rester plus de 18 mois en CDD. Au-delà, l'employeur doit lui proposer un CDI, un contrat à durée indéterminée. En Amérique du Nord, le CDI est la norme, mais en France, c'est un peu le Graal, la chose que tout le monde recherche, surtout si vous venez de finir vos études. Comme il est difficile pour un employeur de licencier un employé en CDI ou de changer ses conditions de travail, le CDD est souvent plus populaire. Il coûte moins cher et protège moins les employés. CDD et CDI n'ont rien à voir avec la durée du travail, attention. On peut très bien avoir un emploi qualifié à temps plein à 35 heures en CDD pendant 18 mois.
Toutefois, vous n'obtiendrez jamais un prêt immobilier auprès d'une banque si vous êtes en CDD. Il existe aussi un autre statut de contrat à durée déterminée qu'on appelle l'intérim, c'est l'abréviation d'intérimaire. La différence avec un CDD est que votre employeur n'est pas l'entreprise directement, mais l'agence d'intérim, comme par exemple Manpower. Au final, ce statut comporte plus d'avantages financiers qu'un CDD classique et de nombreux jeunes apprécient la liberté qu'il offre. CDD et CDI n'ont aussi rien à voir avec la rémunération, votre salaire. En France, le salaire minimum s'appelle le SMIC, S-M-I-C pour le salaire minimum de croissance. Il s'appelait le SMIG avec un G à sa création en 1945, mais il a changé de nom en 1970. C'est le salaire horaire brut minimum que tout salarié doit recevoir. Il est réévalué tous les ans et actuellement en 2020, il est à 10,15 € brut, soit 8,03 € net quand on enlève les cotisations sociales. Votre situation est un peu différente selon que vous travaillez en PME, petites et moyennes entreprises qui ont moins de 250 salariés, dans une grande entreprise ou en profession libérale réglementée comme les médecins et les avocats ou en indépendant freelance. Si vous avez été licencié et si vous voulez percevoir des allocations chômage ou si vous cherchez un travail, vous pouvez vous adresser à Pôle emploi. Cet organisme rassemble deux entités dont vous entendrez encore parfois les noms. ANPE pour Agence nationale pour l'emploi et ACEDIC pour Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce. Je ne vous ferai pas la liste des ARE, RSA et autres acronymes de différentes aides que les personnes sans emploi peuvent recevoir, mais sachez qu'il y en a beaucoup. Il existe aussi ce qu'on appelle le chômage partiel ou chômage technique. Quand une entreprise rencontre brusquement une baisse d'activité pour une durée limitée, elle peut en quelque sorte mettre en pause les contrats de ses employés. Les contrats de travail sont maintenus et les salariés reçoivent de l'entreprise 70% du montant horaire de leur rémunération brute. Et de son côté, l'entreprise perçoit une indemnité de la part de l'État pour l'encourager à conserver ses employés et à leur redonner leur emploi quand l'activité reprendra. À cause des fermetures liées aux mesures pour freiner la propagation du coronavirus, des millions de Français sont actuellement au chômage partiel, mais ils n'ont pas encore perdu leur emploi. Pour l'instant, il est suspendu. Pour terminer sur les acronymes, voici les principaux syndicats dont vous entendrez parler lorsqu'il y a des grèves et des manifestations. La CGT, FO, qui veut dire Force ouvrière, la CFDT et le syndicat patronal qui s'appelle le MEDEF. M-E-D-E-F. Je vous donne aussi quelques mots de français familier qu'on emploie souvent pour parler du travail. Par exemple, un boulot et un taf sont synonymes d'un travail, d'un emploi. Il existe aussi le verbe taffer qui veut dire travailler. Par exemple, tous les matins, on va au boulot et on taffe toute la journée. Puis, quand on sort du taf, on va voir des amis, faire du sport ou on rentre chez soi. Je voudrais profiter de cette introduction pour vous expliquer aussi comment on travaille en France et à quoi ressemble la journée type d'un employé. C'est souvent ce qu'on décrit avec l'expression métro, boulot, dodo, et je vais parler ici du cas le plus standard, actuellement celui d'un salarié qui travaille à plein temps dans un bureau. La journée de travail commence en général à 9 heures. Mais avant ça, il a fallu emmener les enfants à l'école si vous en avez et ensuite vous rendre sur votre lieu de travail. L'expression métro, boulot, dodo, honnêtement, s'applique surtout aux Parisiens et aux habitants des grandes villes, parce qu'ailleurs, c'est surtout en voiture qu'on va au bureau. Si vous habitez en région parisienne, le trajet pour aller travailler peut facilement vous prendre entre 1 heure et 2 heures, matin et soir. Si vous habitez en province, c'est-à-dire en dehors de la région parisienne, il faut compter entre 15 et 30 minutes en général. Une fois arrivé au boulot, la matinée est consacrée au travail en général, entrecoupée de quelques pauses café et clope. C'est l'argot pour cigarette. Pendant lesquelles on discute avec les collègues. Vous aurez aussi parfois quelques réunions, bien sûr.
La pause déjeuner est en général assez longue, surtout comparée aux 30 minutes qu'on a au Canada. Vous entendrez d'ailleurs souvent l'expression « entre midi et 2 », soit entre midi et 14 heures, 2 heures de l'après-midi. Pendant cette période, en France, on consacre entre 1h et 1h30 à la pause déjeuner, qui commence rarement avant 12h30 ou 12h45. Les grandes entreprises ont souvent une cantine ou un restaurant d'entreprise où les salariés peuvent acheter un déjeuner chaud complet à prix réduit. Pour les autres, il y a parfois un système de tickets restaurant ou chèque déjeuner. C'est un coupon avec lequel on peut payer pour la nourriture dans les restaurants et les supermarchés. Ce coupon est financé à 50% par l'employeur et 50% par l'employé. Ce qui fait, par exemple, qu'on peut obtenir une valeur de 8 € en nourriture en ne payant que 4 € nous-mêmes. Les 4 autres euros sont payés par l'entreprise. Les employés qui ne bénéficient ni d'une cantine ni de tickets restaurant vont en général préparer leur propre déjeuner ou acheter un sandwich à la boulangerie. On a l'habitude de partager la pause déjeuner entre collègues. Pas question de rester devant son écran, c'est un moment de socialisation. La coupure avec le travail est vraiment marquée. Ensuite, on travaille en général jusqu'à 18h, 6h du soir. Les personnes qui ont des enfants, et dans une majorité de cas les femmes, partent parfois à 17h30 pour pouvoir aller les chercher, mais si ce n'est pas possible, il existe un système de garderie après l'école ou des nounous privés. Si vous faites le calcul entre le temps de transport et le travail, les Français quittent souvent leur domicile peu après 8h le matin pour rentrer vers 19h le soir chez eux. Le temps de préparer le dîner, de manger et de regarder un film ou une série, c'est déjà l'heure de dormir. Vous comprenez maintenant l'expression « métro, boulot, dodo ». Même si la durée légale du travail est de 35 heures seulement, si vous voulez avoir des activités en dehors du travail, vous avez intérêt à bien vous organiser. En dehors des secteurs comme l'hôtellerie-restauration, la santé, les loisirs et le commerce, les gens travaillent en général du lundi au vendredi. Comparé au Canada, en France, les commerces ouvrent assez tard. 9 heures pour l'alimentation, 10 heures pour les autres magasins et ferment tôt, 18 ou 19 heures. Dans les villes, certains magasins ont des horaires un peu plus étendus, mais n'imaginez pas aller faire des courses à 22 heures. Et sachez que le dimanche, tous les commerces sont fermés, sauf les boulangeries et les petits supermarchés qui sont ouverts le dimanche matin pour que vous puissiez acheter du pain frais. Je trouve que le Québec a gardé à ce niveau une petite influence française. Les horaires des magasins les samedis et dimanches et les autorisations d'ouverture les jours fériés sont plus limitées au Québec qu'en Colombie-Britannique, par exemple. Voilà, j'espère que vous avez tout compris et vous voyez qu'avec un tel système administratif, on a bien besoin de 5 semaines de congés payés si on ne veut pas devenir fou. 2 questions qu'on me pose souvent, c'est pourquoi as-tu quitté la France et quel pays tu préfères, la France ou le Canada ? Alors si j'aime la France, que je reconnais qu'on y vit très bien et que le système social permet de protéger une partie de la population, je ne regrette pas mon choix d'avoir émigré au Canada. La question du travail a une part importante dans ma décision, car je pense que le système français ne me permettrait pas de m'épanouir. Le système canadien n'est pas parfait non plus et je pense que 2 semaines de congés payés ne sont définitivement pas suffisantes, mais il me convient mieux. Voilà, après cette petite introduction au travail en France qui me paraissait nécessaire, je vous invite à me rejoindre dans la deuxième partie où nous allons parler un peu plus des relations entre les Français et le travail et peut-être balayer quelques stéréotypes. Voilà, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et d'en parler autour de vous et je vous dis à très bientôt sur My Polyglot Life en français.